qu'est-ce qui fait que nous, on n'y arrive pas à partir? Donc j'appelle une copine qui est déjà partie, une copine de copine, enfin j'appelle plein de gens. Et c'est là que j'entends toutes ces histoires qui me touchent parce que j'entends ces ruptures. Et je me dis, mais oui, c'est ça en fait. Il y a un moment, c'est ce moment où tu as besoin de te réinventer. Parce que ce que tu vivais jusqu'à présent ne te convient plus. Et donc, il faut trouver un nouveau mode de fonctionnement et peut-être un nouveau lieu de vie. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie. Le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait, Anna. 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Bon, ce ciao du jour, faut que je vous dise, mais je crois que vous l'avez peut-être compris, c'est le mien. C'est un épisode qu'on a enregistré il y a presque 1 an et demi et que je n'ai toujours pas réussi à diffuser. J'ai fait un petit refus d'obstacle, c'est clair. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, sûrement par pudeur, parce que j'ai pas l'habitude de me livrer autant, enfin pas en public en tout cas. Sûrement aussi parce que je préfère écouter les autres et leur donner la parole que de la prendre. D'ailleurs, au début du podcast, je pensais publier des témoignages bruts. Je pensais même pas à intervenir. Et finalement, ça s'est transformé comme ça. Mais voilà, 4 ans après le lancement du podcast, je publie enfin cet épisode. Merci à Anna, qui est arrivée dans l'aventure Ciao il y a un peu plus d'1 an. Merci à elle de m'avoir mis en confiance, de m'avoir tiré les verres du nez. Et comme c'était un peu long, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très très bavarde, on en a fait 2 parties et qui sont déjà toutes les 2 disponibles. Donc là, vous êtes sur la première partie. Et dans cet épisode, je vous raconte mon burn-out, ma difficulté à déménager, qui a donné naissance à ce projet de podcast, quand même. Et pourquoi et comment on a enfin décidé de partir à Toulouse en 2021, avec moult péripéties. Allez, je lâche prise et on y va ensemble. C'est parti. Bon allez, c'est mon tour maintenant de passer sur le divan. Passer à la casserole, là. Ouais. C'est l'arroseur arrosé. Ouais, un peu. Un peu, ouais. Ça va pas être facile pour moi, mais... Écoute, je vais me prêter à l'exercice. Mais laisse-toi faire. Je me laisse faire. Ça va être l'occasion de faire un grand point sur toute l'aventure Ciao Paris et qu'on connaisse toute la genèse du projet, du podcast. Oui, 3 ans après son lancement, c'est bien. Ouais, non, mais c'est le temps du recul de ton histoire et de ton histoire avec le podcast. Donc j'ai hâte de t'écouter. Donc je suis la créatrice de ce podcast qui s'appelle Ciao Paris, auquel j'ai commencé à penser en 2019, au moment où j'avais envie de quitter Paris, et parce que je n'y arrivais pas. J'étais un peu coincée dans ma vie parisienne. Et donc en appelant des copines de copines, pour savoir ce qui, eux, leur avait permis de partir, non seulement ça m'a beaucoup aidée, mais au-delà des histoires de stress, de j'en ai marre de la vie, d'envie de plus de nature, d'une meilleure qualité de vie, d'un rythme plus lent, etc. J'ai aussi entendu des histoires de vie. Et ce qu'ils avaient en commun et qui m'a touchée et qui m'a donné envie de partager,
c'est comment finalement, à un moment, tous dans leur vie ont vécu une rupture, qu'elle soit positive ou négative, hein. Et il y avait besoin, suite à cette rupture, d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Et c'est passé par le mouvement géographique, par le déménagement et le fait de quitter Paris. Tu dis que tu étais coincée dans ta vie parisienne à ce moment-là. C'est quoi, justement, pendant cette période, ton rapport à Paris, ta vie à ce moment-là, concrètement? À ce moment-là, j'habite à Saint-Ouen. Après avoir vécu entre mes 18 et mes 31 ans à Paris intramuros. Et à l'époque, on a eu cette chance-là, à un moment, de trouver cette super occasion, cette petite maison de ville avec une petite terrasse. On est plutôt bien installé à Saint-Ouen. On est t'y plaît, hyper bien installé. Ma maison, c'est mon cocon, je l'adore. On a fait beaucoup de travaux nous-mêmes, on a construit beaucoup de meubles nous-mêmes. J'ai un papa qui est maçon, qui travaille le bois. C'est une maison, on l'a façonnée avec nos mains pour en faire un endroit de vie chaleureux à notre image, quoi. Et en même temps, à côté de ça, elle donne sur une impasse. Il y a un petit quartier où on est potes avec tous les voisins. C'est Apéroland. Voilà, il y a une énorme sens de la fête dans cette rue. Les enfants ont des grosses boîtes de craie. Donc la rue, il y a tout le temps des énormes fleurs, des cœurs, des marelles qui sont dessinées. Nous, on sort les tables, les chaises et les adultes tout à coup se retrouvent. Il y a de la musique. Des fêtes des voisins jusqu'à 6h du mat. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a une très grande mixité à Saint-Ouen, donc un mélange de peu de bobos comme nous et de classes plus populaires. Enfin voilà, on est un prof de judo, un journaliste, un ferronnier, un réal. Et tout ça se mélange. Et les dealers au bout de la rue, hein, bien entendu, parce que ils sont là et on les connaît. Et c'est nos voisins en fait, tu vois, c'est nos voisins. Et tout ça se mélange très bien et c'est assez génial. Le point de rupture, c'est quand même les attentats, d'abord, qui sont un moment de bascule, où ça a été vraiment le début de la peur, pour moi. Après, il y a quelque chose qui s'est enchaîné, parce que nos bureaux sont à l'époque à Stalingrad, et petit à petit, on voit arriver de plus en plus de migrants, jusqu'à un moment où il y a, je crois que c'était 8000 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui vivent au pied du bureau, sous le métro aérien. Et donc, tous les matins, pour aller travailler, et tous les soirs quand je rentre chez moi, je traverse ce groupe de personnes qui vit dehors. Et c'est très dur à voir. C'est très, très dur à voir comme environnement quotidien, sachant que à ce moment-là, moi, depuis les attentats, je n'arrive plus à prendre le métro. Donc, je vais travailler en voiture. Je passe par Porte de la Chapelle où tu as les enfants ou même les adultes qui se collent à ta vitre, tu vois, et qui sont là, qui regardent ce qu'il y a dans ta voiture. Donc, moi, je suis loquée dans ma voiture. J'ai un peu l'impression d'être dans une espèce de train fantôme, quoi. Tu vois, le train de l'angoisse, quoi. Et il y a une dissonance d'autant plus forte que je travaille dans un milieu, chez Psychologie Magazine, qui est aussi un univers professionnel plutôt glam, où je vais des cocktails, de présentations, de produits, etc. Mon bureau, je reçois tous les jours des produits cosmétiques. Et il y a une espèce de clash entre l'environnement dans lequel je vis et l'environnement professionnel, et c'est de plus en plus compliqué. Et puis, en plus, il y a quand même à ce moment-là aussi une prise de conscience écologique qui est là depuis longtemps, mais qui vraiment s'affirme, et où ça devient de plus en plus difficile de voir mon bureau, qui ressemble au 7e continent, parce qu'il est rempli de produits de beauté en plastique. Voilà, et donc il y a un angle quand même très consumériste dans les pages que je produis chaque mois. Ça devient de plus en plus compliqué. Mais je me dis, oui, mais c'est pas grave, parce que finalement, ce côté consumériste, il est très secondaire au sein de ce magazine, dans la ligne éditoriale. Les sujets m'intéressent. Réfléchir sur notre société par le prisme de la psychologie, c'est mon kiff. Et donc, je m'en accommode. Je me dis aussi que ce job, il faut que je le garde, parce que mon mec, à ce moment-là, se reconvertit.
Il était contrôleur des gestions, il devient journaliste, pigiste. Donc, à ce moment-là, il faut aussi qu'on ait un salaire qui assure le fait de rembourser le prêt de la maison. On a 2 enfants, enfin, qui assure le quotidien, quoi. Comment ça se dégrade et comment les choses s'enchaînent En fait, à un moment, il y a un plan social. Et les plans sociaux dans les entreprises, c'est assez cruel parce que c'est assez long. Quand le plan social démarre, on est en 2017. Et pendant 10 mois, on va vivre cette montée en pression de stress. Moi, je sais que je ne suis pas directement visée. Je le comprends assez vite. Mais il y a différentes étapes comme ça où on te dit on va peut-être virer des gens, mais on ne sait pas trop combien. Quelques mois plus tard, on te dit c'est sûr, on va virer des gens, mais on ne dit pas combien ni qui. Puis on te dit on va virer 10 personnes, mais on ne dit pas qui. Tu as une espèce d'épée de Damoclès pendant très longtemps, donc ça crée une espèce d'ambiance entre collègues, c'est assez compliqué. C'est graduellement anxiogène. Ouais, jusqu'au moment où, évidemment, le coup près tombe. Et pour le coup, on nous avait bien fait comprendre qu'on serait moins nombreux, mais que l'exigence allait être la même. Donc, voilà. Il y a des gens qui s'en vont. Moi, je reprends une partie du poste d'une personne. Je me propose. Donc, je rajoute aussi une charge professionnelle. On est en septembre 2018. Moi, je suis émotionnellement un peu fragile, déjà. Ça fait plusieurs mois que j'ai le dos bloqué pendant plusieurs jours, ou ces moments où je me réveille, j'arrive plus à respirer. Mais je me dis, je prends une petite plante et je continue, tu vois. Et en fait, un jour, il y a un clash. Et ce moment-là, je le vis hyper mal. À ce moment-là, en plus, mon père est malade. Il est à Paris pour se faire soigner. Donc, je suis aussi dans une phase perso compliquée où j'ai peur pour mon père. Et puis un jour, il y a ce clash au bureau. Ça me met vraiment un gros coup. Je me sens trahie quelque part. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Voilà. En tout cas, je vis très mal ce clash. Et là, je commence à pleurer. Et en fait, je vais avoir beaucoup de mal à m'arrêter. Ça s'est arrêté plus ou moins, en fait, quand j'ai été voir le médecin, quelques temps après. Et que là, il m'a mis en arrêt de travail. Et voilà, et à ce moment-là, il faut que je m'arrête. Il faut que je prenne un temps de pause. Je n'ai pas d'autre choix. Je me suis écroulée parce que j'ai été au bout de ce que je pouvais supporter. Je n'ai plus de force. Et donc, j'ai pas d'autre choix que de ne pas travailler. C'est ce clash qui est vraiment l'élément, j'ai envie de dire, déclencheur du burn-out. Et tu avais eu des signes que non, mais tu t'es pas écouté, c'est aussi ça. Ouais, parce que il fallait avancer, quoi. Se battre pour le journal, se battre pour sauver des postes, me battre pour mon père. Et puis, quand même, il y a ce truc d'un peu d'injonction. Il faut bosser, il faut faire des choses, et tout ça, et faire, c'est exister. Un peu. Je suis journaliste depuis longtemps et je suis jamais arrêtée. Je fais un métier de passion. J'ai toujours adoré mon job, j'ai jamais compté mes heures. Et à ce moment-là, finalement, je questionne mon envie de faire ce métier encore, de journaliste. Je me dis, en fait, à quoi ça sert ? J'ai pas l'impression que c'est utile, en fait. J'ai pas l'impression non plus que ça va dans le sens de l'urgence climatique qu'il faut qu'on prenne à bras le corps. Donc, ça me pose question. Donc, comment tu avances dans cette période de pause, alors que pour toi, faire, c'est exister ? Pour commencer, j'arrête les réseaux sociaux. Je ne supporte plus, donc je coupe mon téléphone, je dors beaucoup, je récupère, quoi. Et donc, en fait, je profite de ce moment pour... j'apprends la couture, je m'éclate. J'achète une machine, j'achète plein de tissus, je me mets à coudre des vêtements, des accessoires. Je suis passionnée, je couds tous mes cadeaux de Noël. C'est bien. Donc tout le monde chez lui a plein de trucs qu'il ne porte jamais.
que j'ai cousu avec la couture de travers et tout, mais que j'ai fait avec amour. Je vais beaucoup chiner à ce moment-là, donc on essaye de bouger. Mon mec fait du trail, donc on découvre des régions de France et des endroits magnifiques. Retrouver la lumière du Sud, ça m'aide à revenir à être dans la vie. Moi qui ai grandi en Corse, au bord de la mer, à Porto Vecchio, où on était entre le voilier de mon grand-père, où on partait les week-ends naviguer, on partait au moins un mois l'été, et la montagne, où on passait aussi énormément de temps pour aller marcher, randonner, pique-niquer. Et je sens à ce moment-là que d'être dans la nature, ça me fait énormément de bien. La nature me manque beaucoup, quoi. Et c'est à ce moment-là que l'envie de quitter Paris revient très fort. La première fois où j'ai eu envie de quitter Paris, c'est quand mon fils est né, 10 ans auparavant. Mais du coup, cette idée-là revient et on envisage plein d'endroits parce qu'en fait, on ne sait pas où aller. Moi, j'ai évidemment de la famille, des amis en Corse. J'ai besoin d'y retourner, mais j'ai pas envie de retourner vivre là-bas. Et comme ça, on a un couple d'amis avec qui on discute, on part souvent en vacances ensemble et on a tous les quatre très envie de quitter Paris. Et à un moment, ils nous parlent de Montpellier et on se dit « Ah, mais génial, on va tous aller à Montpellier. » Mais si tu veux, pendant plusieurs semaines, on y croyait, quoi. Tu vois, ça avait été une évidence, on s'y voyait déjà. Et puis finalement, ça tombe à l'eau. Mais aussi, ce qui nous amenait là-bas, c'est qu'on y allait avec un couple de potes. Et c'est là quand même que je me suis rendu compte que le fait d'avoir déjà une attache sur place, en fait, c'était hyper important pour moi et pour nous. Et que ça allait aussi conditionner le choix du lieu. Mais bon, si tu veux, c'est un peu la déception quand même à ce moment-là, parce que nous, on s'y voyait. Et c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qui fait que nous, on n'y arrive pas à partir ? Donc j'appelle une copine qui est déjà partie, une copine de copine, enfin j'appelle plein de gens. Et c'est là que j'entends toutes ces histoires qui me touchent, parce que j'entends ces ruptures que moi-même j'en ai vécu une, que je suis encore dedans un peu. Et je me dis, mais oui, c'est ça en fait. Il y a un moment, c'est ce moment où tu as besoin de te réinventer. Parce que ce que tu vivais jusqu'à présent ne te convient plus. Et donc, il faut trouver un nouveau mode de fonctionnement. Et peut-être un nouveau lieu de vie. À ce moment-là, je me dis, je vais lancer ce podcast que j'imagine comme un projet uniquement personnel. Tu vois, comme j'ai appris à faire de la couture, je me dis, je lance un podcast. Je ne suis pas encore en capacité de travailler, mais j'ai suffisamment d'énergie pour me lancer dans ce projet de podcast. Puis finalement, ce podcast, à ce moment-là, c'est presque le miroir de ton interrogation du moment. Mais c'est totalement le but. D'ailleurs, à l'époque, je dis, je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui font ce que j'ai envie de faire et que je n'arrive pas encore à faire, quitter Paris. J'allais les voir tous avec mes questions perso, quoi. Et je cherchais un peu des réponses. Donc c'est le lancement de Ciao Paris. Ouais, le lancement de Ciao Paris, il est prévu au départ en janvier 2020 et puis finalement, je suis pas prête, donc je me dis c'est pas grave, je vais le lancer en mars. Et puis en mars, on est tous confinés. Et donc évidemment, je lance pas du tout le podcast à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre pour moi parce que ça fait quand même 2 ans que je suis un peu à l'arrêt. Et au moment où quelque part je reviens dans la vie, le monde s'arrête. Et donc, je me dis, ah merde, c'est pas de chance quand même. Et en même temps, je comprends assez vite avec le confinement, qui est assez doux pour nous, puisqu'on a cette maison avec un extérieur. On a aussi un accès à l'extérieur avec l'impasse, où les enfants peuvent aller faire du vélo. C'est confortable au vu du contexte. C'est confortable et c'est assez doux, assez joyeux. C'est une période, il fait très beau, donc on est beaucoup dehors en fait. Même si on est seul, mais on est beaucoup dehors. Enfin, c'est une période où le temps s'étire et où finalement,
moi qui étais arrêtée pendant longtemps et qui est beaucoup culpabilisée d'être dans cette incapacité à travailler, et ben en fait, ça me déculpabilise. Le monde, il a fait comme moi. Il s'est arrêté à un moment de tourner. Mais du coup, la question, c'est comment on repart aussi, tu vois. Et cette question-là de qu'est-ce qu'on fait dans ce nouveau départ du monde. On parlait beaucoup du monde d'après. On a beaucoup fantasmé le monde d'après à ce moment-là. Et d'ailleurs, une des baselines à ce moment-là que j'imagine pour Ciao Paris, c'est la vie d'après, c'est maintenant. Parce que si on doit faire quelque chose, c'est maintenant. Ne serait-ce que de réfléchir à ce qu'on va faire pour que ça se passe bien, en fait, pour qu'on prenne soin de notre nature, enfin, qu'on prenne soin de la nature, qu'on prenne soin de nous aussi. Et donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que je lance le podcast en juin 2020. À un moment, tu pars vivre à Toulouse. Comment t'en viens à aller? On part à Toulouse. Go. Alors, il faut que je dise quand même quelque chose, c'est que j'ai 2 sœurs et on est très très proches. Moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans, donc on est d'abord toutes les 3 extrêmement proches. Et on est aussi très liés avec notre père. On a un fonctionnement très clanique. Avec mes sœurs, on s'appelle quasiment tous les jours. J'ai une sœur qui habite en Corse, à Porto Vecchio. J'en ai une autre qui est la première auditrice de Ciao Paris quand même. Elle habite à 20 minutes de chez moi, à la Garenne-Colombe. On est ensemble tous les week-ends. On a des enfants qui ont 9 mois d'écart, qu'on appelle les Evil Twins. On est comme les doigts de la main. On parlait d'attaches, t'as des sœurs. Bah ouais. Et quand même, quitter Paris pour aller loin de ma sœur, ça fait aussi partie d'un mouvement qui est difficile à faire pour moi. Et je ne m'en rends pas forcément compte, hein, mais je te raconte ça parce que le moment où je m'en rends compte, c'est en janvier 2021, quand ma sœur m'appelle et me dit « Valérie, dans 6 mois, je suis à Toulouse. Avec Yannick et les enfants, on retourne vivre à Toulouse, qui est l'endroit où elle a fait ses études et où elle a rencontré Yannick. » Elle te devance en fait. Elle me devance. Elle a bien écouté les épisodes. Elle s'est dit non mais moi par contre j'y vais. Je t'attends pas. Je fonce. Ok. Et elle est comme ça ma sœur, tu vois. Et moi qui suis très cérébrale, qui a besoin de réfléchir, je suis un peu angoissée aussi. Donc tu vois, souvent dans mes épisodes, je disais il y a la team aventurier et la team prudent. Moi clairement je fais partie de la team prudent. Mais ma sœur elle a décidé, elle y va, tu vois, elle fonce. Et donc, elle me dit ça. Et donc, je dis à mon mec, je dis, putain, Manu, Anne et Yannick, ils vont partir à Toulouse. Dans 6 mois, ils y sont là. Il me dit, ah ouais. Il me dit, toi, ça te plairait d'aller là-bas? Je dis, écoute, je sais pas, il faudrait qu'on y aille, quoi. Parce que tu connais Toulouse ou tu... Ouais, je connais un peu parce que j'ai de la famille, j'ai des cousins là-bas. D'accord. Et j'avais une tante, pareil, enfin voilà, une grand-tante, on va dire, que j'adorais et chez qui j'allais souvent séjourner. Et donc, je connais un peu Toulouse, mais pas plus que ça, quoi. J'ai jamais regardé cette ville en me disant, tiens, est-ce que je pourrais y habiter, tu vois. Et ça fait au moins 15 ans que j'y suis pas retournée. Elle me dit ça, et du coup, on se dit, bah, en février, aux vacances, on va passer 15 jours là-bas, et on verra bien. Ta sœur y est déjà ou pas encore? Non, ma sœur, elle a le projet d'y déménager 6 mois plus tard. Ok. Donc, en février, on va passer les vacances là-bas. On passe 1 semaine chez mes cousins à Toulouse. Et donc, bon, cette semaine se passe. Je suis pas plus... Enfin, tu vois, j'ai pas ce déclic où je me dis, oh, c'est là. T'es pas emballée, tu te rêves pas ce déclic là-bas. que j'attends, que j'ai souvent entendu et que moi j'attends parce que je marche au coup de cœur. Et j'écoute beaucoup ce que je ressens, tu vois, sur des lieux, et il se passe pas grand-chose. On file vers les Pyrénées, où on a prévu de passer 1 semaine aussi, parce que quand même, en ayant l'idée d'emménager à Toulouse, il y a les Pyrénées pas loin, et pour mon mec et moi, le fait d'avoir la montagne à proximité, c'est hyper important. Au moment où on est en train de grimper vers le chalet qui nous attend dans les Pyrénées, tout à coup, un torrent magnifique, hyper puissant, hyper large,
ça, tu vois, ça moutonne, quoi, tellement le courant d'eau est fort. Et je sais pas, ça me traverse et je me mets à... voilà, il y a des larmes qui commencent à couler. J'ai une espèce de syndrome de Stendhal. Il y a quelque chose de cet endroit où je suis bouleversée. C'était un mystère pour moi jusque-là. J'entendais parler de ces personnes qui, devant un tableau, tout à coup, sont saisies par l'émotion ou la beauté de l'œuvre et se mettent à pleurer et tout. J'avoue, j'ai trouvé ça assez fou. Et toujours, parce que j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois. Mais c'est comme ça. Et pour moi, quand même, c'est un signe. C'est un signe. Tu l'attendais, ce signe? Un peu. Je m'y attendais pas à cet endroit-là. Mais il est là, quand même. Je sens un lien avec cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je sens un lien avec cet endroit. Et quand même, après, plus tard, je me souviendrai, je l'avais oublié, mais en tout cas, j'y pensais plus, mais je me souviendrai que, en fait, ma grand-mère est ariégeoise et que mes grands-parents ont tenu un refuge dans les Pyrénées avant la guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un refuge au Puy-Morens, au col du Puy-Morens, à la frontière espagnole, et ils l'ont tenu pendant des années. Et mon grand-père avait le projet d'ouvrir la première station de ski des Pyrénées à ce moment-là avec son beau-frère, et la guerre est arrivée, et finalement, en fait, l'hôtel, il a servi à faire passer des Juifs, parce que mon grand-oncle travaillait avec mon grand-père, enfin, ils étaient dans la résistance tous les deux, et donc il faisait passer des Juifs, tu vois, par la frontière espagnole, il les aidait à se sauver, puisque lui, un des deux était chasseur alpin. Donc, enfin, voilà. Donc, a posteriori, je me souviens de toutes ces histoires autour des Pyrénées. Et je me dis, oui, en fait, c'est normal que cet endroit me parle, me touche. Et tout à coup, de me rapprocher de cet endroit-là, ça commence à faire sens. On rentre et on se dit, bingo, on déménage, quoi. Et puis moi, 3 semaines après, je change d'avis. Pas de panique, l'épisode 72, donc la deuxième partie de Mon Ciao Paris, est déjà disponible. Allez, à tout de suite pour la suite. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo Ciao Paris, Anna Naoum.